Pour mon 50e anniversaire, ma famille n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que j'attende, que quelque chose de grand se préparait. Ma femme souriait chaque fois que je posais une question. « Sois patient », disait-elle. Le jour venu, je suis rentré dans une maison vide. Il n'y avait ni mots, ni appel, rien. Des heures plus tard, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux, ma femme, mes enfants, mes beaux-parents, tous ensemble dans un complexe hôtelier au bord de la mer. Mon fils avait écrit, il ne remarquera même pas qu'on est parti, ah. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas appelé, je me suis contenté de regarder. 3 jours plus tard, mon WhatsApp était inondé de 47 messages désespérés qui me suppliaient de répondre. Et moi, à 3 heures du matin, assis seul dans ma maison vide, je fais défiler les photos de vacances de ma propre famille, des vacances auxquelles je n'ai même pas été invité. Le jour de mes 50 ans, après 25 ans de mariage, 2 enfants que je pensais avoir bien élevés, voilà ce à quoi tout cela se résumait, être oublié, ou pire encore, être délibérément laissé de côté. Laissez-moi revenir un peu en arrière, ce cauchemar a commencé il y a environ 2 mois. Ma femme, Willow, a commencé à agir de manière étrange. Chaque fois qu'on évoquait mon 50e anniversaire, elle devenait bizarre, pas d'une manière inquiétante mais plutôt secrète. Elle chuchotait au téléphone, fermait son ordinateur portable dès que j'entrais dans la pièce, ce genre de comportement. Ma fille, Piper, 20 ans, me lançait de petits sourires et disait des choses du genre « Papa, tu vas adorer ce qui t'attend pour le grand 5-0 ». Même mon fils Thomas, 23 ans, qui d'habitude est trop cool pour se soucier des affaires de famille, laissait échapper quelques indices. Je ne vais pas mentir, ça m'a rendu enthousiaste. 50 ans, c'est censé être un cap important, non? Je ne m'attendais pas à quelque chose d'extravagant ou de coûteux, parce que nous ne sommes pas ce genre de famille. On vit confortablement mais on ne roule pas sur l'or. Les frais de scolarité de Piper grignotent une bonne partie de nos économies, et le mois dernier, j'ai aidé Thomas à verser la compte pour son premier appartement, 4 000 $ que je n'avais pas vraiment les moyens de sortir, mais c'est ce que font les pères, non? Tout ce secret me faisait penser qu'il préparait peut-être une fête surprise. Willow n'arrêtait pas de me dire d'être patient dès que je cherchais à en savoir plus. Mon beau-père, Otis, m'a même appelé de nulle part la semaine dernière, chose qu'il ne fait jamais, sauf s'il a besoin que je répare quelque chose chez lui, juste pour me demander quel jour j'allais prendre congé pour mon anniversaire. Je lui ai répondu que j'avais posé mon jour le mardi, le jour même de mon anniversaire. Sauf que je n'ai pas eu ma journée. À 6h15 du matin, mon patron m'a appelé pour me demander si je pouvais venir, parce qu'il y avait une urgence sur le chantier de Riverside. Quelqu'un devait être présent, et devinez qui est toujours ce quelqu'un? Depuis la voiture, j'ai appelé Willow pour lui dire que je serais en retard mais que je rentrerais à coup sûr pour le dîner. Elle avait l'air étrange au téléphone, distraite. Elle s'est contentée de dire « ça tombe bien », puis elle a raccroché rapidement. J'ai passé mon anniversaire à gérer une rupture de canalisation et des problèmes d'équipement. Personne au travail ne savait que c'était mon anniversaire. Je ne l'ai pas mentionné, parce que je ne suis pas ce genre de personne. Et honnêtement, j'attendais juste avec impatience ce qui m'attendait à la maison. Sur le chemin du retour, je me suis même arrêté pour acheter une bonne bouteille de whisky. Je me suis dit que je méritais au moins ça. À 17h53, je me suis garé devant chez moi. Aucune voiture supplémentaire devant la maison, donc adieu la fête surprise. La maison était complètement sombre. Étrange, mais pas encore alarmant. Peut-être qu'il se cachait. Mais non, la maison était vide. Pas de décoration, pas de gâteau, pas de femme, pas d'enfant. Aucun mot laissé sur le comptoir, aucune explication sur où il pouvait être. J'ai vérifié mon téléphone, aucun message. J'ai appelé Willow, répondeur direct. J'ai appelé Thomas, pareil. J'ai envoyé un message à Piper, rien. À 19h30, j'étais assis seul à la table de la cuisine, regardant cette bouteille de whisky encore fermée, me demandant s'il y avait eu un accident ou quelque chose du genre. J'ai appelé l'hôpital local, rien. J'ai tenté l'INSEE, la sœur de Willow, pas de réponse. À 20h14, toujours seul pour mon anniversaire, j'ai ouvert le whisky et versé un verre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de regarder Instagram. Je ne poste pas souvent, je suis juste les enfants pour voir ce qu'ils font de temps en temps. Et c'était là. Posté 3 heures plus tôt, une photo de toute ma famille. Willow, Thomas, Piper, Otis et sa femme Kinsley, et Lindsay, tous souriant sur une plage de sable blanc, un cocktail à la main dans un complexe hôtelier de luxe. Thomas avait écrit en légende, mode vacances en famille activé. Il ne remarquera même pas qu'on est parti, ah.
il ne remarquera même pas, les commentaires étaient encore pires. Willow avait répondu avec un emoji hilar, puis, tellement vrai. Lindsay avait ajouté quelque chose à propos des maris accros au travail qui ne savent pas apprécier les bonnes choses de la vie. Piper, au moins, n'avait pas commenté, mais elle était bien sur les photos, lunettes de soleil, l'air de passer les meilleures vacances de sa vie. Je suis resté là je ne sais combien de temps, à faire défiler les photos qu'ils avaient publiées, dîner de groupe, location de jet-ski, selfies au bord de la piscine, toutes horodatées et géolocalisées dans un complexe dont je n'avais même jamais entendu parler, et ce depuis 2 jours déjà. Tu te souviens de cette chanson d'Alanis Morissette sur l'ironie? Eh bien, c'est vraiment ironique. Pendant des années, je me suis senti coupable de trop travailler, de rater des événements scolaires, d'être parfois trop fatigué le week-end, tout ça pour subvenir aux besoins de ces gens. Le fonds pour les études de Piper, auquel je contribue $500 par mois depuis sa naissance. L'acompte pour l'appartement de Thomas, qui m'a empêché cette année encore de remplacer mon vieux pick-up de 10 ans. L'hypothèque dont je n'ai jamais manqué une seule échéance. Les vacances que je n'ai pas pu me permettre parce que quelqu'un avait toujours un besoin plus urgent. Je ne sais pas ce qui a pris le dessus en moi, le choc, la colère ou une sorte de calme étrange, mais je ne les ai ni appelés ni envoyé de messages, je n'ai laissé aucun commentaire sous leurs photos. Je me suis juste resservi un verre de whisky et j'ai commencé à réfléchir, sérieusement. La première chose que j'ai faite a été de vérifier nos comptes bancaires. Et devine quoi, $4000 avaient été retirés de notre compte épargne commun vendredi dernier. Exactement la même somme que j'avais donnée à Thomas pour son appartement. Une coïncidence? Je n'y crois pas une seconde. J'ai remonté le fil des publications sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'Otis parlait depuis des semaines d'un « voyage familial spécial ». Ce n'était donc pas improvisé. C'était planifié. Planifié sans moi. Planifié autour de moi. Planifié en dépit de mon anniversaire. À minuit, j'étais passé de la peine à la colère, puis à un calcul froid et lucide. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter, capture d'écran des publications, relevés bancaires, chronologie des mensonges qu'il m'avait racontés à propos de l'anniversaire surprise. Tu vois, les gens oublient une chose à propos du gars discret, fiable, qui est toujours là. On remarque les choses. On se souvient des choses. Et quand on en a vraiment marre, on sait exactement où sont enterrés tous les secrets. J'ai passé ma nuit d'anniversaire à faire l'inventaire complet de nos finances. 25 ans de mariage étalés dans des tableaux Excel. Qui a payé quoi, qui a contribué à quoi, qui a sacrifié quoi. Les chiffres racontaient une histoire qu'ils n'aimeraient pas entendre. Vers 2 heures du matin, j'ai trouvé autre chose. Un relevé de carte de crédit dans l'email de Willow. Oh oui, on partageait nos mots de passe, enfin on les partageait pour une carte dont je ne connaissais même pas l'existence. $13 000 de dettes accumulées au cours des 3 dernières années. Des vêtements de créateurs, des journées au spa, des déjeuners avec Lindsay qui coûtaient mystérieusement $200 chacun, et les dernières dépenses du complexe où il séjournait, presque $6000 jusqu'à présent. Je ne suis pas du genre à pleurer facilement, mais je vais l'admettre, j'ai senti cette pression derrière les yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de colère. Je me suis demandé comment je pouvais être à ce point invisible pour les personnes à qui j'avais tout donné. Le matin est arrivé, toujours aucun message pour me demander si j'allais bien, aucun vœu d'anniversaire, rien. Juste d'autres photos de plage, et une vidéo de Thomas faisant du karaoké avec Otis. La légende disait, papa détesterait ça, lol. Je me suis douché, je suis allé au travail, je suis rentré à la maison et j'ai vérifié à nouveau les réseaux sociaux. Le 2e jour de leurs vacances battait son plein. Les amis de Willow commentaient pour demander comment était le complexe. Sa réponse? Le paradis. Et elle ajoutait, c'est si agréable d'échapper un peu à la vraie vie. La vraie vie, c'est moi. C'est moi, la vraie vie. Celle dont elle avait besoin de s'éloigner. J'ai versé un autre verre de whisky et j'ai pris quelques décisions. D'abord, j'ai appelé ma banque à 9 heures précises, le 2e jour, et j'ai fait rediriger mon prochain salaire vers un nouveau compte qu'ils ont ouvert pour moi. Ensuite, j'ai appelé mon pote Cody, qui avait divorcé l'année dernière, et je lui ai demandé le numéro de son avocat. Enfin, j'ai commencé à déplacer les affaires de Willow dans la chambre d'amis. Je n'étais pas impulsif. J'étais méthodique. Comme lorsqu'on découvre des termites dans les fondations d'une maison. On ne recouvre pas les dégâts en espérant que ça tienne. On creuse, on évalue l'étendue des dommages, et on décide si la structure vaut encore la peine d'être sauvée. Le 3e jour de leurs vacances, et le 2e après mon anniversaire oublié, j'ai enfin reçu un message de Piper. Juste un petit « Coucou papa, ça va,
comme s'ils n'étaient pas tous dans un complexe de luxe sans moi, comme si ce n'avait pas été mon anniversaire marquant, comme si tout était normal. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, Thomas m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais vérifier s'il avait oublié son chargeur d'ordinateur dans son ancienne chambre. Rien sur l'endroit où ils étaient. Rien sur mon anniversaire. Je n'ai pas répondu non plus. Le soir venu, les messages ont commencé à devenir plus inquiets. Willow m'a envoyé un texto pour me demander si j'étais fâché à propos de quelque chose. Piper a appelé 2 fois. Thomas a envoyé un message étrange, « Maman commence à paniquer un peu, tu peux lui répondre ?» Je n'ai rien répondu. À la place, j'ai publié ma première photo Instagram depuis des mois. Juste moi, à la maison, avec un gâteau d'anniversaire que je m'étais acheté au supermarché. Pas de légende, pas de tag. Juste une date. Et c'est là que le barrage a cédé. À exactement 21h44, le 3e jour de leur escapade, mon WhatsApp a explosé. Message après message. Willow en mode panique totale. Thomas, pour une fois, montrait un peu d'inquiétude. Piper envoyait des messages vocaux de plus en plus pleins de larmes. À minuit, j'avais compté 47 messages sur toutes les plateformes, texto, WhatsApp, messages privés sur Instagram, même des emails. Le dernier de Willow disait simplement « On rentre demain. S'il te plaît, sois là. Il faut qu'on parle. » Oh oui, on va parler. Mais d'abord, j'avais une dernière course à faire, acheter de nouvelles serrures pour les portes. Parce que certaines leçons sur ce que signifie tenir quelqu'un pour acquis doivent être gravées dans la pierre, pas écrites dans le sable. D'abord, merci pour tout le soutien sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à des milliers de commentaires. Certains m'ont traité de paillasson, d'autres m'ont dit de tout brûler. J'apprécie cette énergie, mais je suis plutôt du genre feulant. Je l'ai toujours été. Alors, les 47 messages. Le message numéro 1 est arrivé à 21h44, exactement 3 jours après le début de leurs vacances à la plage. Juste un simple « Norman, tu es là » de Willow. Au message numéro 47, à 3h28 du matin, elle était passée à « S'il te plaît, réponds-moi, je panique. » Cela fait 25 ans que je suis marié. Et jamais, pas une seule fois durant tout ce temps, je n'ai sciemment ignoré ma femme quand elle avait besoin de moi. Jamais je ne l'ai exclue quand elle était inquiète. Même pendant nos pires disputes, j'ai toujours décroché le téléphone. Mais il y a une première fois à tout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur la terrasse derrière la maison, regardant les messages s'accumuler, tout en faisant défiler leur fil Instagram. Le contraste était saisissant. Willow écrivait « Norman, s'il te plaît, je suis inquiète », alors que sa photo de profil la montrait hilar dans un restaurant en bord de mer, 2 heures plus tôt. Thomas me demandait si j'allais bien, tout en se taguant à une location de jet ski. Piper envoyait des messages vocaux en larmes, depuis une cabane au bord de la piscine. Vers 5 heures du matin, j'ai préparé du café et j'ai recommencé à documenter méthodiquement chaque chose, capture d'écran des réseaux sociaux, relevé bancaire, échange de textos. J'ai tout imprimé, trié et rangé dans un classeur. Ça paraît fou, mais ça m'a aidé à réfléchir. Le nouveau pen dormant et la nouvelle poignée de porte étaient posés sur le comptoir de la cuisine, encore dans leur emballage. Je n'étais pas encore certain de les installer. C'était une limite que je n'étais peut-être pas prêt à franchir. À 7h15, le premier appel d'Otis est arrivé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a laissé un message de 2 minutes qui a commencé avec un ton inquiet et s'est terminé par « Tu te comportes comme un enfant ». Du Otis tout craché. Il a toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Toujours des remarques sur ma maison modeste ou ma voiture fiable. En langage codé, tu n'as pas réussi comme je l'aurais voulu pour Willow. Je suis allé au travail comme d'habitude. J'ai fait mon boulot. Je suis rentré. Les messages continuaient d'arriver. Thomas, papa, s'il te plaît. Piper, papa, s'il te plaît, réponds juste pour qu'on sache que tu es en vie. Willow, Norman, j'ai appelé les voisins, ils disent que ton camion est là. Pourquoi tu ne réponds pas? Lindsay, et Norman, tout le monde s'inquiète pour toi. Peu importe ce qui te dérange, ce n'est pas la bonne manière de gérer ça. Grandis un peu. Ce dernier message, de Lindsay, a failli me faire rompre mon silence. Failli. Mais je me suis souvenu de son commentaire sur les maris accros au travail, et je suis resté silencieux. Ce soir-là, j'ai mis en place mon pare-feu financier. J'ai appelé les sociétés de cartes de crédit et j'ai retiré Willow comme utilisatrice autorisée sur mes 2 principales cartes.
Je me suis connecté à notre compte hypothécaire et j'ai vérifié que le prochain paiement, prévu dans 3 jours, serait prélevé sur mon nouveau compte séparé. J'ai également changé mes informations de dépôt direct au travail. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a même surpris moi-même, j'ai créé un tableau Excel détaillant nos dépenses ménagères, en pourcentage clair et précis. Qui a payé quoi? Qui a contribué à quoi, au cours des 10 dernières années? Les chiffres racontaient une histoire que Willow n'allait pas apprécier. 82% de nos dépenses communes venaient de mon revenu. 94% de nos économies pour la retraite venaient de moi. 100% des fonds pour les études des enfants venaient de moi. Et la contribution de Willow? En regardant l'historique de notre compte joint, la plupart de ces dépôts ressortaient aussitôt pour des rendez-vous chez le coiffeur, des déjeuners avec l'INSEE, des vêtements, et ce qu'elle appelait des « nécessités ménagères », qui comprenaient toujours des bougies hors de prix et des coussins décoratifs qu'il ne fallait surtout pas utiliser. Est-ce que je suis amer? Oui. Peut-être. Mes 25 ans à me sentir vaguement coupable de trop travailler prennent une autre saveur quand je réalise que c'est justement ce travail qui finançait tout leur plaisir. Aux alentours de minuit, je suis tombé sur une conversation par texto entre Willow et l'INSEE datant de 2 semaines plus tôt. Willow, est-ce qu'on devrait dire à Norman pour le voyage? L'INSEE, à quoi bon? Il va juste se plaindre du coup. Willow, c'est vrai, lol. De toute façon, il ne fait jamais attention à autre chose qu'au travail. L'INSEE, il ne s'en rendra probablement compte que ce week-end. Willow, sitôt que ça. Ce fut à ce moment-là qu'une partie de moi s'est durcie. J'avais gardé une infime lueur d'espoir, l'idée qu'il s'agissait peut-être d'un immense malentendu. Ce message l'a tué. Le 4e jour de leurs vacances, les messages ont pris un nouveau ton. De la colère. Thomas, papa, c'est quoi ce bordel? Maman a pleuré toute la nuit. C'est quoi ton problème? Willow, je ne sais pas à quoi tu joues, mais c'est cruel, Norman. Otis, Norman, tu es en train de prouver exactement ce que j'ai toujours pensé de toi, égoïste et immature. Le 5e jour a apporté la panique. Il réalisait que je restais obstinément silencieux. Willow, on écourte les vacances. On rentre demain. S'il te plaît, sois là. Piper, papa, j'ai peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Thomas, si tu fais ça exprès, c'est vraiment dégueulasse. Je n'ai toujours pas répondu. Mais j'ai commencé à me préparer à leur retour. J'ai déplacé les vêtements et les affaires personnelles de Willow dans la chambre d'amis. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Installé un code d'accès sur mon ordinateur. Des petites choses, mais qui envoyaient un message clair, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal particulièrement révélateur de Piper. Elle pleurait, la voix brisée, disant qu'elle était désolée pour mon anniversaire, qu'elle avait voulu m'appeler, mais que grand-mère Kingsley avait dit que ça gâcherait la surprise qu'il préparait. Qu'elle s'était sentie mal à propos du voyage, mais que tout le monde lui avait fait sentir qu'elle exagérait. Que c'était Otis qui avait payé la majorité, soi-disant pour renforcer les liens familiaux. J'ai failli la rappeler. Failli. Mais je me suis souvenu d'elle sur les photos de plage, souriante, insouciante, sans la moindre trace de malaise. À 20 ans, on est adulte. On fait ses propres choix. Le matin de leur retour, j'ai enfin installé le nouveau verrou de sécurité. Pas pour les exclure définitivement et je ne suis pas mesquin à ce point, mais pour faire passer un message, ils devraient sonner à la porte, me faire face, reconnaître ce qu'ils avaient fait, avant de revenir dans cette maison comme si de rien n'était. J'ai pris un jour de congé et j'ai attendu. À 14h47, j'ai reçu un message de Willow disant que leur vol avait atterri. À 16h32, j'ai entendu leur Uber se garer dans l'allée. Plusieurs voix. Le bruit des valises sur le béton. Puis le silence. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que leur clé ne fonctionnait plus. La sonnette a retenti. J'ai pris mon temps avant de répondre. Quand j'ai ouvert, je suis tombé sur un tableau vivant, des visages rougis par le soleil, épuisés, essayant de forcer des sourires détendus. Willow tenait un sac cadeau qui, à coup sûr, n'avait pas été dans leur bagage à l'aller. Thomas évitait soigneusement mon regard. Piper était au bord des larmes. Otis et Kingsley se tenaient derrière eux, affichant la même expression de désapprobation. Je suis resté là, debout, silencieux, bloquant l'entrée. C'est Willow qui a parlé la première. Elle a commencé par dire à quel point ils avaient été inquiets, qu'ils avaient appelé les hôpitaux, qu'ils avaient écourté leur voyage parce qu'ils étaient très préoccupés. Puis elle a changé de discours, expliquant que le voyage avait été prévu comme une célébration anticipée de mon anniversaire, mais que les choses s'étaient compliquées,
et qu'ils avaient prévu de me surprendre à leur retour avec un dîner spécial. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert Instagram et montré l'écran avec la publication de Thomas, il ne remarquera même pas qu'on est parti lol. Le silence qui a suivi valait de l'or. Thomas fixait ses chaussures. Piper s'est mise à pleurer pour de vrai. Willow a tenté d'attraper mon téléphone, que j'ai facilement éloigné. Otis a avancé d'un pas, disant que tout cela était ridicule, qu'il fallait qu'on entre pour discuter comme des adultes. J'ai enfin parlé. J'ai dit à Otis qu'il n'était pas le bienvenu chez moi aujourd'hui, qu'il pouvait poser les valises et partir. La tête qu'il a faite, comme s'il venait de se faire gifler. C'était sans doute la première fois de sa vie que quelqu'un lui disait non. Qu'on lui disait de partir. Le grand Otis, habitué à ce que tout le monde danse selon sa musique, est resté planté là, balbutiant sur mon seuil pendant que je le fixais sans ciller. Kingsley a tenté de calmer les choses, disant qu'ils étaient tous fatigués du voyage, qu'on pourrait peut-être parler demain. J'ai dit que demain leur convenait peut-être à eux, mais que ce ne serait jamais le cas pour Otis. Une fois qu'ils furent partis, j'ai laissé entrer Willow, Thomas et Piper. La maison semblait différente avec eux dedans. Plus petite. Lourde. Tendue. Willow a remarqué immédiatement que ses affaires avaient disparu de notre chambre et elle m'a aussitôt demandé ce que j'avais fait. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon classeur. Les captures d'écran. Les relevés bancaires. Le détail des dépenses. J'ai tout étalé sur la table de la cuisine et je leur ai dit que je n'avais qu'une seule question, à quel moment exact suis-je devenu si insignifiant pour cette famille? Willow a essayé de retourner la situation. Elle a dit que j'exagérais, que ce n'était qu'un voyage, qu'ils avaient prévu de fêter mon anniversaire à leur retour. Je lui ai montré l'échange de messages avec Lindsay. Son visage est devenu livide. Thomas a tenté de minimiser la légende de sa publication Instagram, disant que ce n'était qu'une blague, que tout le monde exagérait sur les réseaux sociaux. Je lui ai montré ses propres commentaires des 12 derniers mois. Toutes ces petites piques sur moi, que j'étais absent, ennuyeux, un père typique. Ses excuses se sont évaporées. Piper pleurait, mais même en larmes, elle a laissé échapper que le voyage avait été planifié depuis des mois. Qu'à l'origine, j'étais censé en faire partie. Mais Otis avait convaincu Willow que ce serait mieux pour tout le monde de faire un reset familial, sans mon énergie négative pour plomber l'ambiance. À 19h, on avait atteint le cœur du problème. La vérité laide que personne ne voulait dire à voix haute, ils avaient construit un récit à mon sujet. Norman, le fournisseur ennuyeux. Norman, le père absent. Norman, le bourreau de travail. Ce récit leur permettait de justifier leur comportement. Ils s'étaient convaincus que je ne me soucierais pas d'être exclu de ma propre famille. Que je ne remarquerais rien. Que je ne ressentirais rien. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est qu'ils n'avaient pas totalement tort. J'avais laissé le travail devenir mon identité. J'avais raté des événements pour faire des heures supplémentaires. J'étais resté silencieux quand j'aurais dû parler. Mais cette fois, je parlais. Je leur ai dit que j'avais transféré la majeure partie de mon argent vers un compte séparé. Que je paierais le prêt immobilier et les charges pendant 3 mois, le temps que Willow décide de la suite. Que je continuerais à financer les études de Piper, mais directement, et non plus via leurs dépenses personnelles. Qu'ils avaient 3 mois pour soit reconstruire notre mariage sur de nouvelles bases, soit se préparer au divorce. Thomas a claqué la porte en disant que j'étais injuste. Piper est parti en larmes dans sa chambre. Willow est restée assise à la table, fixant la pile de preuves que j'avais rassemblées, comme si on venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un dernier message de Willow, je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Le voyage était censé être ton cadeau, un moment seul pour te détendre. On voulait te surprendre avec quelque chose de spécial à notre retour. Je ne sais pas comment tout s'est autant embrouillé. Je l'ai lu 3 fois. Et chaque fois, ma réaction a été la même, une incrédulité totale. Même maintenant, après tout ce qui s'était passé, elle continuait à manipuler, à réécrire la réalité. J'ai tapé ma réponse avec soin, j'ai les preuves, Willow. Les 47 premières. Et une centaine d'autres que tu ne soupçonnes même pas. Le temps des mensonges est terminé. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir dans mon propre lit, pour la première fois depuis plusieurs jours. Seul, mais pas solitaire. Il y a une différence. Demain apporterait des conversations difficiles, et des décisions encore plus dures. Mais pour la première fois en 25 ans, ces décisions se prendraient selon mes conditions. Enfin. Premier matin après la confrontation.
Je me suis réveillé à 4h17 du matin, au son de quelqu'un qui pleurait. Étouffé, mais venant clairement de l'intérieur de la maison. Il m'a fallu une minute pour comprendre que c'était Willow, dans la chambre d'amis. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité. Juste, rien. Pour ceux qui demandent des nouvelles, cela fait maintenant 2 semaines que ma famille est revenue de leur escapade à la plage. 2 semaines de petits déjeuners maladroits et de dîners tendus. 2 semaines d'appels téléphoniques chuchotés et de portes claquées. 2 semaines pendant lesquelles la réalité s'est écrasée sur 25 ans de mariage. Le matin de leur retour, je m'attendais à des scènes dramatiques, à des excuses en larmes, à des promesses désespérées de changement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Willow est descendu à 7h30, a préparé du café comme si c'était un jour ordinaire, et m'a demandé si j'avais terminé ma crise. Comme si ma réaction n'était qu'une sorte de caprice qui devait suivre son cours. Je l'ai simplement regardé un long moment, puis j'ai fait glisser mon téléphone sur le comptoir, les captures d'écran toujours ouvertes. Celles où elle et Lindsay se demandaient si je remarquerais leur absence. Celles où elle riait à la légende de Thomas. Elle les a fixées comme si elle les voyait pour la première fois, puis a tenté une autre approche. Elle a dit que son téléphone avait dû être piraté, qu'elle n'avait jamais écrit ces choses, que quelqu'un avait dû utiliser son compte. À 7h43, précisément, j'ai compris que ma femme depuis 25 ans préférait inventer une théorie du complot plutôt que d'admettre qu'elle avait été cruelle et insensible. C'est à ce moment-là que je lui ai tendu le relevé bancaire imprimé, en surlignant chaque retrait lié au voyage. Je lui ai montré les relevés de carte de crédit de sa carte secrète. Je lui ai expliqué comment j'avais soutenu cette famille pendant des décennies, pendant qu'elle accumulait 13 000 $ de dettes cachées. Vous voulez savoir le plus fou? Elle ne semblait même pas vraiment préoccupée par l'argent. Elle répétait simplement qu'Otis l'aiderait à tout rembourser. Que je me comportais de façon mesquine en me concentrant sur des histoires de dollars, alors que le vrai problème, selon elle, c'était mon obsession du travail. N'est-ce pas absurde? Je suis le méchant parce que je travaille 60 heures par semaine pour tout payer, y compris son addiction au shopping. Les enfants, c'était une autre histoire. Thomas est passé vers midi ce jour-là, encore en gueule de bois et sur la défensive. Il a commencé par dire que je réagissais de façon excessive, que ce n'était qu'un stupide post sur les réseaux, que j'étais toxique de faire tout un drame pour si peu. Alors je lui ai montré mon propre fil d'actualité. Les commentaires de ses amis. Ceux qui disaient des choses du genre « Lol ton père ressemble au mien, vibe de boomer à fond » ou encore « Mec, dis-lui juste que t'es occupé quand il veut traîner, moi je fais ça tout le temps ». Je lui ai demandé « Quel genre d'homme se moque de son père en ligne juste pour avoir l'air cool devant ses potes ? Quel genre de fils prend 4 000 $ pour la compte d'un appartement, puis dépense la même somme 2 semaines plus tard pour faire la fête dans un resort ?» Il n'a pas su quoi répondre. Il a juste marmonné quelque chose à propos du fait que je ne comprenais rien aux réseaux sociaux. Et il est reparti. Ça fait 5 jours que je ne l'ai pas revu. Piper, c'était différent. Elle s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie obligée de suivre le mouvement à cause de Kingsley et Otis. Qu'elle avait voulu m'appeler pour mon anniversaire, mais que Willow lui avait dit que j'étais sûrement trop occupé de toute façon. Je la crois, en partie. Mais je l'ai aussi vue sur ses photos de plage. Rayonnante au coucher du soleil, verre à la main, alors qu'elle n'a même pas l'âge légal pour boire. Elle n'avait pas vraiment l'air rongée par la culpabilité. Donc oui, je paie toujours ses frais de scolarité, mais directement à l'université maintenant. Plus question de passer par le compte commun où l'argent disparaît mystérieusement. Vers le 3e jour après leur retour, les choses ont dégénéré. Otis s'est pointé à 18h15, sans prévenir, alors que je réchauffais des restes. Il est entré sans frapper, parce que Willow lui avait donné le nouveau code d'entrée. Il a tout de suite commencé à parler de manière accusatrice, disant que j'étais déraisonnable, que je détruisais cette famille à cause d'un malentendu. Je ne l'ai pas crié dessus. Je ne l'ai pas mis dehors. Je lui ai juste demandé calmement combien le resort avait coûté. Il s'est redressé, m'a dit que ce n'était pas le sujet. Je lui ai redemandé, exactement combien avait-il dépensé pour emmener ma famille en vacances sans moi. C'est là qu'il a lâché la bombe, 8 600 $ pour 5 personnes, sur 5 jours. Faites le calcul. Plus de 300 $ par personne et par jour. Je n'ai jamais dépensé autant pour des vacances. Nos voyages familiaux, c'était du camping économique, des road trips, ou parfois un week-end dans un hôtel simple avec une piscine pour les enfants. Je lui ai demandé s'il savait combien j'avais mis de côté pour les études de Piper. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit quand même, 25 000 $, économiser 5 cents $ à la fois,
sur des années. De l'argent qui aurait pu servir pour des vacances, une meilleure voiture ou des travaux à la maison. Mais j'ai choisi son avenir à elle. Ensuite, je lui ai demandé combien lui avait contribué à l'éducation de sa petite fille. Son visage est devenu rouge. Il a commencé à bafouiller, à dire que ce n'était pas la question, qu'il avait créé des opportunités pour Willow et les enfants autrement. Des opportunités comme leur apprendre qu'on peut exclure celui qui paie pour leur vie? Comme leur montrer que la loyauté et le respect comptent moins que les plages et les cocktails? Je lui ai dit qu'il avait 30 secondes pour quitter ma maison avant que j'appelle la police pour intrusion. Il est parti à 18h27. Je n'ai plus eu de nouvelles directes depuis. Willow a complètement perdu les pédales après ça. Elle m'a traité de cruel pour avoir parlé à son père de cette façon. Elle a dit que j'étais jaloux de lui. Que la vraie raison de ma colère, c'était que je n'avais jamais pu offrir à ma famille les mêmes expériences qu'il leur proposait. Et tu sais quoi? Il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Je n'ai jamais eu l'argent d'Otis. Je ne l'aurai jamais. Mais j'ai eu le temps d'Otis. 25 ans de ce temps. Du temps que j'ai passé à travailler pour construire quelque chose pour nous, pendant qu'il profitait d'une retraite anticipée grâce à un héritage. À la fin de la première semaine, les lignes de front étaient tracées. Willow a emménagé temporairement chez Lindsay. Thomas a complètement arrêté de répondre à mes messages. Piper, elle, a commencé à revenir plus souvent, surtout quand Willow n'était pas là. La famille s'est divisée en factions. Les frères et sœurs de Willow, ses parents, se sont regroupés autour d'elle, publiant sur les réseaux sociaux des messages vagues mais solidaires sur le fait de rester unis dans les moments difficiles. Ma sœur, qui habite à 3 États d'ici, m'a envoyé un colis de réconfort, avec une bouteille de whisky et un mot disant qu'elle avait toujours trouvé que Willow avait un petit côté princesse. Puis la réalité financière est arrivée. 10 jours après le retour du voyage, Willow m'a appelé en panique. Sa carte de crédit avait été refusée dans une boutique. J'avais retiré son nom de tous mes comptes. Elle voulait savoir si j'allais continuer à la punir en lui refusant de l'argent. Je lui ai expliqué calmement, comme à un enfant, que je ne lui refusais rien. Je faisais simplement la séparation de nos finances. Ses revenus restaient les siens, mes revenus étaient désormais les miens. Le compte joint contenait exactement 3 mois de paiements hypothécaires et d'argent pour les charges. Après ça, soit on établirait de nouveaux arrangements, soit on mènerait des vies séparées. C'est laquelle a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Mais pas pour notre mariage, ni pour mes sentiments, ni même pour la famille en train de s'effondrer. Pour l'argent. À 23h43 ce soir-là, j'ai reçu un message d'Otis. Juste 4 mots, parlons d'un règlement. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à régler. Aucun papier de divorce signé, aucun avocat officiellement engagé, même si j'avais déjà eu 3 consultations. Juste une famille en chute libre, confrontée à la gravité après des années à faire semblant de flotter au-dessus de la réalité, grâce à mon argent. 2 semaines après le début de cette nouvelle normalité, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas s'est présenté à la maison à 8h30, un mardi matin. Parasé, les yeux rouges, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit. Il n'était pas là pour s'excuser, pas exactement. Plutôt parce qu'il avait enfin fait ses propres calculs. Son nouvel appartement, celui dont j'avais aidé à payer la compte? Il s'avère que le coût mensuel était bien plus élevé que ce qu'il avait prévu. Les charges, Internet, les courses, toutes ces petites choses qui apparaissaient comme par magie à la maison mais qui coûtent réellement de l'argent dans le monde réel. Il avait déjà épuisé ses économies. Les vacances lui avaient coûté plus cher que prévu aussi. Il avait payé les excursions et les boissons avec sa propre carte de crédit, en se disant qu'il trouverait bien une solution plus tard. Sauf que ce « plus tard » était arrivé, et qu'il se noyait. Une part de moi, une part blessée, voulait lui dire que c'était une leçon de vie précieuse et le renvoyer. Mais le père en moi n'a pas pu. À la place, je lui ai préparé le petit déjeuner, je lui ai appris à faire un tableau de budget simple, je lui ai montré ce que coûtent réellement les choses dans le monde que je gérais silencieusement depuis des années pendant qu'il se moquait de moi sur les réseaux sociaux. À midi, il avait l'air sonné. Non seulement par la réalité financière, mais aussi, peut-être pour la première fois, par la prise de conscience de ce que je faisais réellement pour cette famille, au-delà d'exister comme la cible de ses blagues. Il n'a pas dit pardon, pas directement. Mais il a fait quelque chose qui m'a touché plus fort que n'importe quelle excuse, il a supprimé toutes ses applis de réseaux sociaux, là, à la table de la cuisine. Il a dit qu'il avait besoin de retrouver de la clarté sans ce bruit constant. Il m'a demandé s'il pouvait venir le dimanche, pour que je l'aide à naviguer dans ce truc d'adulte. Du progrès, j'imagine.
Willow, c'est une autre histoire. Une fois le choc initial passé, elle est passée en mode gestion de crise. Elle a commencé à appeler nos amis communs pour expliquer la situation, a posté une longue mise à jour vague sur Facebook à propos de « guérir après des changements de vie inattendus », ce qui donnait l'impression que j'avais fait une sorte de dépression. Lindsay s'est fait porte-parole, racontant à qui voulait l'entendre que je traversais une crise de la cinquantaine, que j'étais devenu abusif financièrement en coupant les vivres à Willow, que les vacances étaient censées être un cadeau pour moi, pas une exclusion. Je n'ai même pas essayé de répondre à tout ça. Ceux qui me connaissent vraiment ont vu clair tout de suite. Les autres ne méritent pas mon énergie. Piper, elle, est coincée au milieu. Elle se sent coupable d'être partie en voyage, coupable de vouloir encore avoir une relation avec moi, coupable aussi d'être en colère contre sa mère. De la culpabilité dans tous les sens. J'ai essayé d'être clair avec elle, et elle n'a pas à choisir un camp. Je serai toujours son père, peu importe ce qu'il adviendra entre sa mère et moi. Que ses études sont toujours financées. Que son avenir est assuré. 3 semaines après, Willow est enfin venue parler sérieusement. Elle s'est assise au comptoir de la cuisine, là où on prenait le petit déjeuner depuis 20 ans, et m'a demandé si j'allais vraiment aller jusqu'au bout. Si j'étais vraiment prêt à jeter notre mariage pour une seule erreur. J'ai sorti mon téléphone. Je lui ai montré à nouveau les 47 messages. Je lui ai demandé lequel reconnaissait que c'était mon anniversaire. Lequel s'excusait de m'avoir exclu des vacances en famille. Lequel témoignait d'une réelle inquiétude, autre que la peur d'être prise sur le fait. Elle n'a pas pu en désigner un seul. Alors je lui ai posé la question qui me brûlait depuis des semaines, quand suis-je devenu quelqu'un que tu pouvais simplement écarter? Quand suis-je devenu si invisible que tu as cru que je ne remarquerais même pas, ou que je m'en ficherais? Ce qu'elle m'a répondu a tout changé. Elle a dit que ce n'était pas soudain. Que depuis des années, peut-être une décennie, elle avait l'impression que nous vivions des vies parallèles. Qu'elle avait essayé de créer du lien, mais que j'étais toujours en train de travailler, toujours fatigué, toujours concentré sur le fait de subvenir aux besoins, plutôt que d'être présent. Qu'à force, elle s'était adaptée. Qu'elle avait construit une vie qui ne nécessitait plus ma participation active. Et tu sais quoi? Ça m'a frappé fort, parce qu'il y a du vrai là-dedans. J'ai privilégié le fait de pourvoir aux besoins plutôt que d'être présent. Il m'est arrivé de rater des événements pour le travail. Il m'est arrivé d'être trop fatigué pour une soirée en amoureux, après une semaine de 60 heures. Mais j'ai aussi été entraîneur de l'équipe de baseball de Thomas, j'ai aidé Piper pour ses projets de science, j'ai tondu la pelouse, réparé les robinets qui fuyaient, gardé les voitures en état, et maintenu un toit au-dessus de nos têtes. J'étais là, de toutes les façons que je connaissais. Juste pas de la manière dont Willow le voulait, apparemment. On a parlé pendant 4 heures ce jour-là. Une vraie conversation. Difficile. Sur les attentes, les rancunes, et cette dérive lente qui s'installe quand 2 personnes cessent de se voir clairement. À minuit, elle m'a demandé s'il y avait une chance pour nous. Si je pouvais lui pardonner pour le voyage, pour la carte secrète, pour les années de petites trahisons qui ont conduit à la grande. Je lui ai dit que je ne savais pas. Que le pardon était peut-être possible. Mais que l'oubli ne l'était pas. Que la confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices, même quand elle guérit. Elle a déménagé le reste de ses affaires chez Lindsay le lendemain. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour savoir qui elle est, sans moi. Quoi que cela veuille dire. Cela fait maintenant 1 mois depuis mes 50 ans. 1 mois s'est écoulé depuis le jour où je suis rentré dans une maison vide et où j'ai découvert à quel point j'étais devenu invisible aux yeux des personnes que je croyais être mon monde. Certains jours, je suis en colère. D'autres, je suis juste fatigué. Mais la plupart du temps, je découvre une paix étrange et nouvelle dans le fait d'être visible pour moi-même. Pour la première fois depuis des décennies. J'ai commencé à aller nager au centre communautaire, 3 matins par semaine. Je vais parfois prendre un verre après le travail avec des collègues. J'ai même rejoint un groupe de randonnée qui se réunit le samedi. Tom passe maintenant chaque dimanche, pour ce qu'il appelle les cours de vie adulte. On cuisine ensemble, on revoit son budget, on parle de choses qui comptent. Piper partage son temps entre chez Lindsay et chez moi, essayant de naviguer dans cette nouvelle géographie familiale avec autant de grâce qu'une jeune fille de 20 ans peut en avoir. Willow m'envoie des messages tous les jours, alternant entre souvenirs nostalgiques et questions pratiques sur les factures. Je réponds aux questions pratiques. Le reste, je ne le lis pas. Hier, j'ai reçu une lettre d'un avocat spécialisé en divorce, représentant Willow. Rien d'agressif. Des demandes raisonnables, en fait. Elle ne cherche pas à m'étrangler financièrement, ce qui m'a surpris. Quant à moi,
j'ai enfin changé mon statut sur les réseaux sociaux, de « marié » à « c'est compliqué ». Parce que c'est la vérité. La vie est compliquée. Les familles sont compliquées. L'amour, la douleur, le pardon, tout ça est compliqué. Mais une chose n'est plus compliquée désormais, je ne suis plus invisible. Ni pour ma famille. Ni pour mes amis. Et surtout, pas pour moi-même. Et cette visibilité, ça valait bien le prix d'un séjour à la plage, que je n'ai jamais eu.